Alors, chers téléspectateurs, à présent, nous allons passer à notre débat principal. Comme on a dit au début de notre édition, nous allons consacrer notre partie débat afin de parler du rôle de l'Égypte, surtout la diplomatie égyptienne, pour la stabilité dans la région. Ces efforts ou cette stabilité se manifestent par des œuvres concrètes sur le terrain qui ont été réalisées par l'Égypte, surtout en ce qui concerne les dossiers libyens et également le dossier syrien. Et nous allons parler en détail de ces deux dossiers avec notre invité pour aujourd'hui, le général docteur Tariq El-Gamal, expert en matière sécuritaire et juridique. Bienvenue à notre programme. Merci. Alors, docteur El-Gamal, on parle du rôle notable de l'Égypte joué actuellement dans la région afin d'arriver à la stabilité et aux paix globales. Nous allons commencer par la crise libyenne. Dès les premiers jours, l'Égypte était claire. L'Égypte veut garder la souveraineté de la Libye et également la stabilité. L'Égypte avait toujours prôné pour les négociations entre les différentes factions en Libye afin d'arriver à une solution équitable. Selon vous, les efforts déployés de la part de l'Égypte ces dernières années afin d'arriver à cette solution de paix globale en Libye, où on est actuellement? Si vous me permettez de commencer par la visite de Monsieur le Président ici aux Nations Unies, la dernière, dont il a parlé dans sa parole de comment il est nécessaire de réaliser la stabilité dans toute la région. Oui. Et en même temps, de ne pas rentrer dans les affaires des autres. C'est ça le principe. Et ça, c'est si on ouvre les parenthèses, on peut dire concernant la Libye, c'est que la Libye a passé d'une phase de transition démocratique en 2011 et puis une autre phase en 2014 quand la Libye a été divisée en deux parties. Et puis les Nations Unies ont envoyé le représentant du secrétaire général, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour réaliser un dialogue entre les partis libyens. L'Égypte, de son tour, sur la chaîne de réaliser la paix en Libye, en donnant son soutien. Et globalement, j'insiste à ce que le Parlement libyen a envoyé comme une lettre d'hommage, a rendu hommage à la direction égyptienne et au peuple égyptien de donner son soutien à la Libye. Oui, alors en parlant dans le même contexte, la capitale égyptienne a accueilli en juillet dernier un dialogue national entre députés et hommes politiques libyens. Et c'était sur les conditions internes et également la lutte contre le terrorisme dans ce pays de l'Afrique du Nord. Et bien sûr, le terrorisme reste toujours un fléau à lutter contre. Et l'Égypte déploie tous ses efforts afin d'éradiquer les terroristes, non seulement de son territoire, mais également des pays qui les entourent. La Libye a connu vraiment, si vous voulez, un nombre de groupuscules et de groupes terroristes qui étaient sur son sol, qui menaçaient la stabilité de la Libye et de la région. Exactement. Et ça se voit de la coordination efficace entre les forces armées égyptiennes et l'armée nationale libyenne, conduite par le général Haftar. Alors que toutes les mesures
pratiquer d'arrêter le terrorisme et de mettre face au terrorisme, ça se voit entre les chaînes de coordination entre les deux parties. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la coordination réalisée par le ministère des Affaires étrangères égyptien avec les partis libyens afin d'ouvrir un dialogue entre les partis libyens afin de réaliser un accord durable dans la région libyenne. Oui, d'ailleurs, l'Égypte a accueilli plusieurs rounds de ces négociations et pourparlers entre les factions en Libye afin d'arriver à une solution et d'être sur une base solide qui peut continuer à garder la souveraineté de la Libye. En même temps, l'Égypte fait partie d'un comité tripartite qui regroupe l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie, qui œuvre également pour la stabilité et pour garder l'unité de la Libye. Selon vous, quels sont les obstacles qui entravent le processus de paix et de stabilité en Libye? Les obstacles, c'est que la stabilité de la Libye en a fait plaque tournant des trafics, notamment d'armes et de migrants. Ça, c'est un élément. L'autre élément, la Libye continue de faire face à la menace terroriste. Et ça empêche les autorités nationales libyennes de réaliser un progrès dans le domaine de mettre fin à tous ces défis, ces menaces. Oui. Alors que, il est nécessaire de réaliser un grand progrès sur le niveau politique, d'abord à l'intérieur de la Libye. Oui. Réunis au Caire en avril, à l'initiative, pour répondre à l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi comme président également de l'Union africaine pour l'année 2019, les chefs d'État africains ont parlé de ce sujet, ont discuté du dossier libyen. Ils ont appelé à ce moment à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, mais en même temps, un point important, vous l'avez dit, on doit l'élaborer un peu, les chefs d'État africains présents au sommet ont invité la communauté internationale à assumer la responsabilité et à empêcher le trafic d'armes et l'entrée de combattants terroristes en Libye. Il faut dire que sur le sol libyen, il y a des terroristes qui viennent de l'Occident pour lutter, selon eux, pour une question et une cause qui n'est pas les siens du tout. C'est-à-dire qu'il y a des combattants ou des terroristes, on ne peut pas dire que ce sont des combattants, ce sont des terroristes qui viennent de l'Europe, qui viennent d'autres pays, et également le trafic d'armes ne peut pas avoir lieu si les pays de l'Occident arrêtent de fournir ces armes à ces terroristes. Exactement, et ça se voit, comme vous l'avez dit maintenant, les pays occidentaux, et ça se voit quand le porte-parole des forces armées libyennes, le général Ahmed El-Mesmeri, quand il a annoncé qu'il y avait des forces armées turques qui sont présentes dans la région libyenne et en coordination avec quelques groupes terroristes. Ça veut dire qu'il y a une certaine liaison entre des pays qui sont hors même de la région et les groupes terroristes. Oui, c'est-à-dire que ces groupes terroristes ne peuvent pas survivre en Libye sans financement et sans appui
d'autres entités et en ce qui concerne également la matière de renseignement. Exactement. Parce que pour frapper des cibles, ils ont besoin de renseignements et ces renseignements viennent d'autres pays qui veulent semer le chaos dans la région. Exactement. Ce n'est pas seulement les renseignements. Les renseignements, si on ouvre les deux parenthèses, on dit les renseignements et le soutien financier. Bien sûr. Le soutien financier. Et un appui aussi politique concernant que de donner une présence des obstacles qui empêchent la paix en Libye pour l'intérêt des autres qui sont de l'extérieur de la région. Alors, l'Égypte œuvre toujours pour la stabilité dans la région en respectant toujours la souveraineté de toutes les nations et les pays qui les entourent. Également, un autre dossier épineux dans la région, il s'agit de la Syrie. Actuellement, si l'État syrien est toujours gardé en une seule entité, il y a des menaces dans le nord. Il y a le problème des Kurdes qui s'imposent avec l'infiltration de de l'armée turque qui est entrée sur le sol syrien et qui a battu des hommes et des femmes et des enfants civils. On va parler de ce sujet, on va parler de cette invasion turque sur le sol syrien, mais je vous invite d'abord à regarder avec nous ce commentaire concernant ce sujet. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé d'envoyer des millions de réfugiés syriens en Europe si cette dernière critique encore l'opération militaire turque en Syrie. Ankara sait que la question des migrants est sensible pour l'Europe et c'est la carte avec laquelle la Turquie joue actuellement comme genre de menace contre l'Occident. Un commentaire concernant ce sujet et cette situation, le chantage cynique d'Erdogan à l'Europe pour faire taire les critiques avec Dalia. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé jeudi 10 octobre d'envoyer en Europe 3,6 millions de réfugiés syriens lors d'un discours devant son parti AKP à Ankara. Défendant en public son intervention militaire en Syrie, le président turc a prononcé des paroles choquantes en direction de l'Europe. Ô Union européenne, reprends-toi, je te le dis encore une fois. Si tu essayes de présenter notre opération comme une invasion, nous ouvrirons les portes et t'enverrons 3,6 millions de migrants. Choquante évidemment parce qu'elle utilise le sort de ces millions de réfugiés syriens qui ont fui les atrocités dans leur pays et que le président turc brandit comme monnaie de chantage vis-à-vis des Européens pour faire taire les critiques. Choquante aussi pour ce qu'elles disent de la conception humaine et politique d'un dirigeant qui s'est un temps présenté comme un interlocuteur raisonnable pour rejoindre l'Union européenne avant de se révéler un autocrate à la quête du pouvoir illimité. Ce n'est évidemment pas la première fois que le président turc use de l'arme des migrants. Après l'arrivée en Europe d'un million de réfugiés et migrants en 2015, il avait négocié un accord avec Angela Merkel, moyennant au prix fort de fermeture de ses frontières jusque-là transformées en passoires. Cet accord avait été très critiqué à l'époque, car moralement bancal, mais il avait permis de stabiliser la situation. Les menaces d'Erdogan ne doivent jamais être prises à la légère, d'autant que depuis le mois d'août, on assiste à une remontée du nombre de migrants qui arrivent de Turquie dans l'île grecque de Lesbos. Environ 500 par jour, c'est loin des chiffres de 2015, mais suffisamment pour mettre les structures d'accueil grecques en état de tension. Le président turc sait très bien que cette question est explosive en Europe.
Erdogan s'est habitué à avoir en face de lui une Europe en position de faiblesse et qui n'a pas jusqu'ici été capable de lui tenir tête. Il espère ainsi calmer les critiques très vives des Européens vis-à-vis de son intervention en Syrie. Il y a aussi un jeu de politique intérieure, c'est même un aspect important de l'équation. La Turquie traverse une crise économique profonde due notamment à la perte de confiance depuis la tentative de coup d'État de 2016 et l'AKP, le parti islamo-conservateur du président, a subi quelques revers pendant en particulier la municipalité très disputée d'Istanbul. L'intervention militaire en Syrie vient à point nommé jouer sur la fibre nationaliste qu'Erdogan s'est flatté. Les convois militaires sont applaudis, les présentateurs télé sautent de joie en voyant les colonnes de fumée de l'autre côté de la frontière. Et l'union sacrée s'est faite autour du président, sauf le HDP, le petit parti pro-kurde. Retour encore une fois à notre plateau et notre invité, Monsieur le général Dr Tariq El-Gamal, expert en matière sécuritaire et juridique. Et on va parler des menaces du président turc pour la stabilité dans la région. Ce sont des menaces qu'affronte l'Égypte actuellement avec un seule opinion, une seule vue, c'est que la région doit rester en stabilité et que les négociations et les pourparlers restent le seul objectif et le seul moyen afin d'arriver à cette stabilité. Les confrontations et surtout les confrontations armées de la part des groupes terroristes ne vont pas vraiment régler la situation et le problème. Alors, Monsieur le général Tariq El-Gamal, le président turc joue actuellement un jeu très dangereux dans la région qui ne va pas seulement affecter la Turquie, mais toute la région qui va exploser ou qui est en train d'exploser actuellement. Selon vous, si on observe cette situation, comment on peut la qualifier? Si vous me permettez, je viens de dire que ce qui s'est passé d'après le communiqué du porte-parole des armées nationales libyennes, le général Mesmeri, qui a annoncé qu'il y avait des forces turques. Oui, qui venaient de la Turquie jusqu'en Libye. Alors, si on parle de la Syrie, ça va être pire. Exactement. Alors, si on parle de la Syrie, à partir de 9 octobre, 3 jours après l'annonce du président Trump du retrait des forces armées, des soldats américains de la région syrienne, on a vu l'offensive que la Turquie a fait, l'offensive turque dans le nord de la Syrie. De la Syrie, oui. Et en réalité, c'est la 3e fois. La première fois d'offensive turque, c'était en 2016. Et sous prétexte de combattre Daesh. La deuxième fois, c'était en 2018. Opération sous titre de Rameau d'Olivier. Le but de la 3e fois, cette fois, c'est d'après Erdogan, c'est une opération afin de s'installer une zone de sécurité. C'est d'après lui. D'après lui. Environ de 30 km de profondeur sur 120 km de longueur dans les villes frontalières syriennes. Ça veut dire que c'est à nouveau présence de la Turquie dans la région. Je ne peux pas dire la région syrienne, mais en général dans la région arabe, que ce soit libyen ou syrien ou d'autres. Ça veut dire que
Et selon les observateurs, les conséquences de l'opération turque sont nombreuses et dépendent de l'ampleur et de la durée de l'offensive. Il faut faire la remarque qu'il y a une crise humanitaire. Bien sûr. Une crise humanitaire émergée dans le nord de la Syrie. Les civils et les installations médicales sont actuellement dans le viseur des bombardements. C'est vrai. Alors, toute la communauté internationale était contre cette offensive, la qualifier d'inappropriée et également injustifiée. Mais on voit que le président turc, il menace le monde entier, plus précisément l'Occident, par une carte très, très importante, c'est les vagues d'immigration clandestine. Alors il a dit qu'il peut laisser quelques millions d'immigrants arriver en Grèce et envahir l'Europe, et que la Turquie est un portail qui garde l'Occident de ces vagues d'immigration. Comment peut-on agir avec une menace pareille? En réalité, la Turquie viole le droit international. Cette agression s'inscrit parmi les crimes de guerre. Alors si on peut parler de ce qui s'est passé à cause de cette offensive, il faut dire que il y a une création, il y a un appui donné à tous les troupes de terrorisme dans la région, dans la région syrienne. Exemple, Daesh, il a donné, l'offensive a donné soutien à Daesh. Et en même temps, il faut mettre en considération que quelques 12 000 combattants de Daesh de 54 pays sont détenus dans les prisons des Kurdes. Ce sont les Kurdes qui gardent ces prisons et qui œuvrent pour que ces terroristes soient incarcérés. Exactement. Et par une frappe pareille de la part, ou multiples frappes de la part de la Turquie, on peut trouver que ces terroristes, la plupart de ces terroristes, ils ont fui leur prison. Exactement. Et presque de 800 proches de djihadistes, aussi des djihadistes étrangers, se sont enfuis d'un de ces camps retenus en Syrie. Alors vous, Dr Tarek El Gamal, vous êtes également expert en droit international. Je voudrais savoir votre opinion juridique en ce qui concerne ces actes de la part du président turc. Pourquoi on ne peut pas, jusqu'à maintenant, le condamner d'actes de génocide contre une race qui est les Kurdes, et le transférer devant un tribunal pénal international? Merci pour votre question, parce que c'est la réponse claire, et cette question, c'est la question de l'heure, de cette heure. C'est que premièrement, comme je l'avais déjà dit, que la Turquie viole le droit international. Cette agression s'inscrit parmi les crimes de guerre et menace l'unité et la souveraineté d'un terrain arabe, d'un pays arabe. En même temps, d'autre part, les législateurs au Congrès, aux États-Unis, ont demandé de réaliser des sanctions
contre la Turquie. Oui. Contre la Turquie. Oui, mais on voit que ce sont des initiatives individuelles de la part d'un pays qui est les États-Unis. Mais la Turquie a frappé sans mandat de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, comment ça se fait que jusqu'à maintenant, l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'ont pas imposé des sanctions contre la Turquie après des frappes pareilles? De mon opinion, d'après les observateurs, les Nations Unies, actuellement, ils sont en train de préparer quelques comment dire, oui, exactement. Ils sont en train de faire des recherches afin que les Nations Unies mettent dans leur considération que la question de président Trump les sanctions contre la Turquie. Les sanctions contre la Turquie et en même temps le retrait des troupes américaines. Le président Trump a annoncé qu'il n'a pas donné le droit à la Turquie de frapper. Excusez-moi, mais les États-Unis, même si c'est un pays fort ou le pays le plus fort au monde, c'est pas aux États-Unis de donner un mandat à un autre pays de frapper. C'est un des prérogatives essentielles du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le Conseil de sécurité qui lui donne un mandat pareil. Il ne l'a pas donné. Il doit le donner. De mon opinion personnelle, ça viendra. Parce que si vous posez la question pour tous les juridiques et même les législateurs, ils vont vous dire que ce qui s'est passé en Syrie, ça viole le droit international et ça rentre dans les crimes de guerre. En attendant de voir les Nations Unies imposer les sanctions nécessaires contre un acte pareil de violation des droits internationaux, je tiens à remercier mon invité pour aujourd'hui, Monsieur le Général Dr Tariq El Gamal, expert en matière sécuritaire et juridique. Merci bien d'être parmi nous. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de Direct. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe et un nouveau sujet. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NAEL TV International. Au revoir.